Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur l'INPL et on va ensemble faire une petite preview avant match de 3 des rencontres de cette 32e journée de Premier League. Il y en a 3 qui m'intéressent particulièrement. Évidemment, la course au titre entre Arsenal et Manchester City. Arsenal qui affrontera Bournemouth après la victoire assez compliquée quand même du côté du Sporting. Et Manchester City va se déplacer du côté de Stamford Bridge pour affronter Chelsea. City qui est plutôt sur une grande forme. Chelsea, on ne sait pas trop, peu de matchs ces derniers temps. Et le troisième match, ce sera Liverpool-Fulham. Est-ce que Liverpool va réussir à remonter, à retrouver du niveau de jeu, à conforter leur 5e place qualificative pour la Champions League actuellement, suite à la débâcle face au Paris Saint-Germain? Petite intro et on en discute. Pense toujours à lâcher ton triplé, like, commentaire, abonnement, ça soutient énormément la chaîne. Et aujourd'hui, je vais tester un peu un nouveau setup, vous allez voir, je vais faire apparaître 2-3 trucs sur l'écran, voilà, je teste. Donc vous me direz un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Et on va commencer avec la première rencontre à laquelle on va avoir le droit samedi, Arsenal-Bournemouth. Donc Bournemouth qui se déplace du côté de l'Emirates. Deux équipes aux antipodes, l'une qui avait extrêmement bien commencé sa saison et qui s'est effondrée par la suite, Bournemouth, qui est passé un moment, je crois qu'ils étaient 3e, peut-être quelque chose comme ça. Aujourd'hui, ils sont à la 13e place de la Premier League. Et Arsenal, qui a eu un début de saison mitigé par rapport au niveau, bien sûr, escompté, et qui, au fur et à mesure, n'a fait que grandir, et qui, dernièrement, est quand même en grande difficulté. Pas forcément en championnat, mais qui s'est fait éliminer 2 coupes. Enfin, éliminer une finale perdue face à Manchester City, et éliminer de la FA Cup face à Southampton. Défaite surprise des Gunners, qui avaient toutes les cartes en main pour continuer et passer en demi-finale, je crois que c'est les demi-finales si je dis pas de bêtises, dans lesquelles sont passés Chelsea et Manchester City. Et que dire, ça a été grosse déception pour Arsenal. Tu étais en liste pour le quadruplé. Déjà, les 2 coupes, c'est perdu. Il y en avait une sur laquelle tu avais quand même atteint la finale et au final, tu as fait un non-match en deuxième période face à Manchester City, évidemment entaché par la grossière erreur de Kepa. Et après ça, tu as eu la trêve internationale, t'es revenu avec ton équipe un peu bis, t'as fait jouer face à Southampton, boum, deuxième match perdu, élimination d'une deuxième cup, et tu as joué cette semaine le Sporting en Champions League. Et comment dire, ça n'a pas été non plus une franche réussite, alors t'as quand même ramené ton 11 type disponible, je précise, qui n'a pas forcément montré de bonnes choses. Le Sporting a été quand même une équipe compliquée à jouer, qui t'a mis en difficulté dans le jeu, avec un bloc très resserré, mais surtout une équipe qui défendait très bien, qui en plus t'a posé des problèmes offensivement, parce qu'ils ont eu des grosses occasions. Il a fallu qu'il y ait un très très gros Raya qui se déploie encore une fois, une énième fois cette saison, pour sauver la maison des Gunners. Et que dire, beaucoup de doutes du côté des hommes d'Arteta. On connaît cette fébrilité qu'ils peuvent avoir en fin de saison, surtout quand il y a la pression comme actuellement City la pose en championnat. Donc on sent qu'actuellement il y a quelque chose qui trotte dans la tête des Gunners. En plus de ça, suite à la trêve internationale, beaucoup de joueurs sont rentrés pour cause de blessures. On a longtemps crié à la tricherie du côté d'Arsenal et d'Arteta. Et au final, on se rend compte qu'il manque effectivement beaucoup de joueurs du côté des Gunners. J'ai fait une petite liste parce qu'aujourd'hui, on a eu en fait tout simplement les photos qui sont sorties de l'entraînement des Gunners. Alors on sait déjà, on a des blessés sûrs, Eze, Saka, Hincapié, Odegaard très probablement, Trossard qui serait également blessé cette semaine donc lors du match face au Sporting. Et sur les images d'entraînement qu'on a pu avoir aujourd'hui, manquait Gabriel, Timber, dont on sait effectivement qu'il est blessé également, Zubimendi, Rice, et après même Madueke, en plus de ceux que j'ai déjà cités. Donc, beaucoup d'absences, probablement du côté des Gunners. En tout cas, on a au moins 5-6 absences sûres, et peut-être presque 10, on ne sait pas, petit doute. Donc voilà, gros suspense sur ce que va donner la composition d'équipe d'Arsenal. Ça va être une grosse question pour ce week-end. On verra ce que Arteta mettra comme 11 type. Mais j'ai peur de beaucoup d'absences. En plus de ça, les défaites dernières et les matchs un petit peu compliqués vont forcément trotter dans la tête et dans les jambes. Ça va être compliqué d'enchaîner. Bournemouth, eux, de leur côté, leur dernier match remonte au 20 mars. Donc ils ont eu quasiment 3 semaines de repos. T'es quand même face à une équipe qui pose problème au gros. Dernièrement, c'est 5 matchs nuls du côté de Bournemouth, dont Manchester United,
Brentford, qui sont quand même Brentford, une équipe qui joue actuellement les places européennes. C'était quasiment que des matchs à domicile, donc là, ça serait un match à l'extérieur pour eux. Mais j'ai regardé, et Bournemouth à l'extérieur en championnat, ça n'a pas perdu depuis décembre, mi-décembre, je crois, quelque chose comme le 18 ou le 20 décembre. Donc ça fait, ouais, ça fait quasiment 5 mois que Bournemouth n'a pas perdu un match à l'extérieur, ça me fait peur. Leur dernière grosse défaite, c'était face à Arsenal, mais c'était du coup chez eux, c'était à domicile. Ils ont perdu face à Arsenal 3-2, mais c'était un match, on se le rappelle, assez serré. C'était une grosse domination d'abord d'Arsenal, et sur la fin, Bournemouth avait beaucoup poussé et s'était créé de nombreuses occasions, notamment un très beau but de Hill Junior Kroupi, qui avait marqué ce but-là, qui reste un énorme danger du côté de Bournemouth, qui est toujours par Iraola, mis sur le banc. Evan Nilsson est préféré parce qu'effectivement, il produit beaucoup de bons jeux. Ses contrôles de balles de haut but sont très bons. Il a une tendance à conserver le ballon assez haut et il a une efficacité énorme là-dessus, et ce qui aide beaucoup son bloc à remonter. Et on peut imaginer de toute façon la compo habituelle avec Evan Nilsson, avec Tavernier, avec surtout Senesi qui fait une saison incroyable du côté de Bournemouth. C'est actuellement le meilleur joueur de ce côté-là et qui est vraiment un énorme rempart. Donc, une équipe qui peut poser de nombreux problèmes aux Gunners, qui, voilà, comme on le sait, est une équipe qui doute beaucoup en fin de saison, qui doute beaucoup quand la pression est là et quand, ce qui doit arriver arrive. Sur les 10 dernières rencontres, c'est 7 victoires pour les Gunners, un match nul et 2 victoires pour Bournemouth. Donc on est quand même sur une grosse domination de la part des Gunners, mais c'est normal, ça reste quand même une équipe qui, les années précédentes, passait de la deuxième division à la première. Il y a eu beaucoup d'allées et venues de la part des joueurs de Bournemouth et d'Iraola. Donc, j'ai espoir que ça se passe bien pour nos Gunners. Évidemment, moi, je suis un fan d'Arsenal, donc je vais prêcher pour ma paroisse. Là-dessus, je suis peut-être pas la personne la plus neutre possible, mais je vois une victoire pour les Gunners, mais difficile, honnêtement. Très, très compliqué. C'est des matchs, on les sait. Et pour cette équipe-là, voilà la composition, excusez-moi, que je vois. Martinelli sur le côté gauche, parce que Trossard se serait blessé. Guillaume évidemment en pointe. Madueke, j'espère, sur la position droite, parce que Saka de toute façon est blessé, mais on parle également d'une probable absence de Madueke. S'il est absent, ce serait Doman titulaire, ça m'étonnerait quand même. Havertz à la passe de Degarde et de Eze qui sont tous les deux blessés. Ah là là, c'est l'hécatombe. Évidemment, Zubimendi Rice, mais Zubimendi également n'a pas été vu à l'entraînement, donc est-ce que ça reflète quelque chose? Calafiori, qui fonctionne plutôt bien en ce moment, et de toute façon, l'absence d'Hincapié oblige à mettre Calafiori. MLS n'est plus du tout dans les plans d'Arteta, et on parle même actuellement d'un probable départ de lui et de Nwaneri. Si je dois donner mon avis, je l'espère clairement pas. On parle également d'une nouvelle signature de contrat entre Arteta et Arsenal. Vu le niveau de jeu proposé actuellement, je suis pas forcément fan. Pour moi, si Arteta gagne les titres qu'il a gagnés cette année, c'est peut-être le moment de passer à autre chose. Ou alors, il doit revenir avec de nouveaux fondements et un style de jeu complètement changé. En tout cas, j'espère que ça va donner ça. On a également du coup la paire Gabriel-Saliba. Très grosse crainte du côté de Gabriel, qui s'est quand même pris un coup face au Sporting. On a peut-être peur d'une blessure au niveau du genou. Également pas vu à l'entraînement, en tout cas pas sur les images fournies par le club. Et à droite, Ben White, Timber étant toujours absent, et Raya au goal. Bon, Raya, normalement, fait le taf. C'est notre meilleur joueur, donc j'espère qu'il sera là, et lui, ça devrait bien se passer. Je vois une victoire, donc comme je disais, d'Arsenal, mais une victoire encore une fois compliquée. J'espère quand même ouvrir le score assez rapidement. Je vois bien Havertz qui revient plutôt bien, qui a des bons déplacements, une bonne connexion avec Martinelli, et qui également échange bien avec Guillaume, à la différence d'un Odegaard qui a du mal à se projeter vers l'avant. Je trouve que Havertz le fait très bien et a souvent tendance à chercher Victor Gyökeres dans la profondeur. Donc c'est un match-up qui fonctionne plutôt bien. On a pu le voir lors de matchs précédents avant la trêve internationale. Donc petite victoire, je vois un 2-1 pour Arsenal. Ça va être un match compliqué même si c'est à domicile. Mais tu dois absolument te mettre en confiance avant le match face au Sporting la semaine prochaine. Et également la plus grosse rencontre de ta saison, le match face à Manchester City à l'Etihad. C'est vraiment la rencontre la plus attendue de cette saison de Premier League, parce que c'est le numéro 1 contre le numéro 2. Actuellement, Arsenal a 9 points d'avance sur City, avec un match en plus, évidemment. Et si jamais City venait à gagner son match en plus et à l'emporter face aux Gunners, il n'y aurait plus que 3 points d'écart. Donc ça relancerait tous les débats, on connaît, j'espère que ça ne va pas se passer comme ça. En tout cas, ça promet d'être une rencontre, attention, à suspense. En plus, à côté de ça, tu sais que Manchester City affronte Chelsea. Tu dois absolument marquer et gagner ces 3 points pour mettre la pression sur City, qui peut-être peut faire une faute. On va en discuter après.
J'ai pas trop l'impression que c'est ce qui va se passer. Mais voilà un petit peu mes pronos pour cette rencontre entre Arsenal et Bournemouth. Deuxième match de ce week-end, Liverpool qui reçoit Fulham. Et match à enjeu, mine de rien, Fulham qui actuellement est seulement, je crois, à 5 points derrière Liverpool. Pour les places qualificatives en Europe, c'est vraiment très serré. En cas de victoire de Fulham, Fulham reviendrait seulement à 2 points de Liverpool et du coup se battrait pour la 5e place qui, on le sait depuis cette semaine, est qualificatif pour la Champions League, donc ce serait vraiment un gros coup des hommes de Marco Silva. C'est une confrontation qui ne réussit pas forcément très bien à Liverpool ces dernières années. Sur les 10 dernières rencontres, c'est 4 victoires pour Liverpool seulement, 4 matchs nuls et 2 victoires pour Fulham, donc c'est quand même des matchs très disputés. Fulham a tendance à vraiment poser des problèmes à Liverpool, et que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est à peu près la même chose. La plupart des scores et des résultats sont souvent serrés, pas plus de 1 but d'écart, très rarement 2, et même à domicile pour Liverpool, du côté de Anfield, et ben les dernières rencontres, c'était match nul et défaite. Donc, pas si facile que ça pour les Reds, ce qui arrive, et en plus de ça, mine de rien, les hommes de Marco Silva, ces derniers temps, font plutôt un bon parcours. C'est 3 victoires sur leurs 5 derniers matchs. C'est une équipe en feu grâce à Harry Wilson. Incroyable, franchement, ce joueur-là, cette année, je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, il doit partir de Fulham parce qu'il est vraiment bon. T'as des joueurs qu'on connaît très bien, des Smith Rowe, des Iwobi, des Bernd Leno, qui sont des joueurs qui ont joué du côté d'Arsenal. T'as également Oscar Bob qui vient d'arriver également, qui je pense, va performer du côté de Fulham, qui serait sûrement une équipe qui lui conviendrait mieux et grâce à laquelle il pourrait gagner du temps de jeu. Et en plus de ça, t'as des Anderson qui font vraiment, voilà, un début de saison, on va le dire, ou même une saison complète, on n'est plus du tout en début de saison, mais qui font une saison vraiment qualitative, vraiment une très bonne saison pour Fulham, qui de toute façon, évidemment, va se maintenir, mais en plus de ça, va sûrement peut jouer en tout cas les beaux rôles sur cette lutte pour les places qualificatives d'Europe. Donc, Liverpool en danger, Liverpool est chassé par Chelsea, est chassé par Brentford, ne fait que contre-performance sur contre-performance. Je crois que sur les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites, quelque chose comme ça, et un match nul, donc plus aucune victoire. Je dis de la merde. Non, ils ont gagné 2 matchs, mais je sais plus quand c'est. Faudrait que je vais regarder leur dernière rencontre. Liverpool, les derniers matchs, PSG, nana. Ah oui, bon, les matchs face à Galatasaray, donc c'est les matchs de Champions League. En dehors de ça, c'est défaite face à Paris, défaite face à City, défaite face à Brighton, match nul face à Tottenham sur les 5 dernières rencontres, défaite face à Galatasaray. Donc sur les 6 derniers matchs, pardon, c'est 4 défaites. Et il y a la victoire du match retour face à Galatasaray que j'avais complètement oublié. Mais en dehors de ça, c'est vraiment pas une franche réussite en ce moment pour les hommes de slot. Assez compliqué. Malgré ça, ben, tu peux quand même t'appuyer sur des joueurs qui performent un petit peu en ce moment. Szoboszlai, plutôt bon comme d'habitude. Wirtz qui revient quand même à un bon niveau. Et Ekitike, malgré le très mauvais match d'Ekitike face à Paris, vraiment il a tout loupé. Ça reste quand même une valeur sûre du côté de Liverpool qui réussit en général à décanter les matchs. C'est vraiment l'un des fers de lance. Mais les grosses difficultés se trouvent défensivement du côté de Liverpool. La charnière Konaté-Van Dijk ne fonctionne plus du tout. À chaque fois, il y en a un des deux qui fait une erreur. Face à Manchester City, c'est Van Dijk qui donne un penalty, c'est Konaté qui était à 2 doigts de le faire, qui se fait effacer par Haaland quasiment tout le match. C'est quand même une charnière qui est vraiment mise en difficulté. Gomez sur l'aile droite avec l'absence de Bradley, avec Frimpong qui est un petit peu replacé en tant que presque ailier droit, c'est assez compliqué. L'absence évidemment de Salah qui a carrément été sur le banc toute la rencontre. Première fois que je vois Salah du côté de Liverpool sur le banc toute une rencontre, un quart de finale de Champions League. Donc c'est un message fort envoyé par Slot. Et je vois une composition d'équipe un petit peu remaniée par rapport à ce qu'on a pu voir face à Paris, avec un Szoboszlai qui serait un petit peu plus haut, un Frimpong totalement absent. Gomez, lui, était mis dans la ligne de 5 défenseurs, donc il avait été mis en charnière centrale avec Van Dijk, Konaté. Je pense pas que ce sera le cas aujourd'hui. La paire McAllister-Gravenberch, qui ne fait pas les beaux jours de Liverpool par rapport à la saison passée. Ils étaient vraiment hors norme la saison passée. Cette saison, c'est très compliqué. Je crois que c'était pendant le match de Cup face à Manchester City où même McAllister était sur le banc et lui avait été préféré Curtis Jones, ce que je pense pas être le cas parce que franchement, Curtis Jones n'a pas le niveau. Mais McAllister, c'est difficile. Face à Paris, c'était beaucoup de simulations, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de fautes. Ça a été très compliqué, mais pour toute l'équipe en général.
et tu dois absolument te sortir de cette chute, de ce downfall énorme pour les Reds, et ça passe par cette rencontre-là. À Anfield, tu dois te mettre en confiance, tu sais que tu vas recevoir le Paris Saint-Germain, qu'ils ont 2 points d'avance sur toi. Si tu veux espérer une qualification, ça passe par cette rencontre, donc tu dois absolument tout donner. Et je vois pas un monde où Liverpool perd ce match. On va me dire, oui, Liverpool, méforme totale, oui, Liverpool, ils sont nuls, oui, c'est catastrophique. Ouais, peut-être. Mais Anfield, ça reste un lieu magique, ça reste un endroit où il se passe des choses. Et on sait la force que peut avoir Liverpool sur les matchs de Champions League. Et quand tu sais qu'une telle rencontre arrive face au PSG, que pour espérer te qualifier, tu dois sortir le match de ta vie équivalent à Barcelone en 2019, tu dois, le week-end avant, te mettre en confiance. Et là, ils le savent, ils n'ont pas le choix. Et ça va passer peut-être par le retour d'un Salah. Moi, j'ai mis Szoboszlai sur l'aile droite et Gakpo à gauche parce que je sais que Slot a une affection particulière pour Gakpo. C'est la composition que je vois la plus probable. Mais honnêtement, si ça ne tenait qu'à moi, je mettrais Wirtz en ailier gauche, Szoboszlai au milieu de terrain avec McAllister et Gravenberch et Salah à droite. Mais en ce moment, Liverpool est moins bon avec Salah que sans Salah, même si Liverpool loupe un petit peu tout. Mais franchement, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir pour Liverpool parce que j'ai envie de voir un gros match de Liverpool en Champions League. J'ai envie de voir un Liverpool qui arrive avec les crocs et avec un minimum de confiance. Et ça passe par ce genre de rencontre. Donc, certes, tu vas avoir affaire à une grosse concurrence de PL. Fulham, c'est jamais une équipe facile. Mais t'es à la maison. Mais tu dois engranger de la confiance. Mais tu te bats toujours pour ces places qualificatives la saison prochaine. Et je crois que Chelsea est à seulement 1 point de toi et va affronter Manchester City, donc a de grandes chances de perdre des points, donc tu dois en profiter. Donc c'est un match sur lequel les hommes de Slot n'ont pas le droit à l'erreur, tout simplement. Et s'ils le font, c'est une catastrophe. Voilà, je le dis, c'est une catastrophe. Là, Slot... Enfin, déjà, Slot, je ne sais pas comment est-ce qu'il peut encore être sur le banc de Liverpool, mais s'il perd ce match-là, jamais on ne le revoit plus. C'est pas possible. Même le match du Paris Saint-Germain, il ne doit pas le faire. Même là, ils doivent dégager tout le monde. Xabi Alonso, il vient, il se prend sa branlée face à Paris et rouler jeunesse. Mais en plus, c'est l'année des départs parce que Salah a annoncé son départ. Là, on entend parler de Alisson qui serait en accord pour un contrat du côté de la vieille dame de la Juventus. Il resterait plus que Van Dijk de l'époque 2019 et du titre de Champions League et de Première Ligue en 2020. Si je dis pas de bêtises, c'est 2020. C'est l'année d'après. Il faut du renouveau du côté de Liverpool. Il faut également utiliser son mercato plus intelligemment qu'en mettant 150 billes sur tous les joueurs que tu prends et au final ne plus rien avoir pour des joueurs défensifs avec le niveau, parce que tu es allé chercher Kerkez, tu es allé chercher Frimpong, mais on constate que Frimpong, c'est pas du tout au niveau, que Kerkez, ça reste quand même compliqué. Ton milieu de terrain, effectivement, donnait beaucoup de satisfaction la saison passée, mais cette année, c'est beaucoup plus difficile. Les joueurs limites sur lesquels tu ne comptais pas, comme Szoboszlai, qui était un petit peu le joueur délaissé de ce milieu de terrain, et finalement, c'est lui qui fait vivre cette équipe. Compliqué, très compliqué pour les Reds, mais je vois une victoire. Mais je vois pas forcément une victoire facile. Je vois une victoire, mais un 3-1, parce que Liverpool a tendance à encaisser, mais également cette machine qui est capable, avec son public qui se réveille, avec une grosse atmosphère, d'en claquer 3. Et c'est ce que j'espère voir. J'espère voir de toute façon un week-end de PL avec beaucoup de buts, parce qu'on l'a entendu pendant longtemps avec cette trêve internationale, avec ces matchs de Cup les week-ends. Donc là, il est temps que les matchs se passent et qu'on est vraiment de la Première Ligue. Et 32e journée, quoi. Après, on sera plus qu'à 6 journées de la fin. C'est la ligne finale. Il faut absolument qu'on ait du spectacle parce que cette année morose de Première Ligue doit finir en apothéose. Sinon, on en parlera tous les ans comme quoi c'était la pire saison de Première Ligue avec celle de la saison passée qui était pas ouf non plus. Et le main event de ce week-end, Chelsea qui reçoit Manchester City au Bridge. La rencontre clairement du week-end, deux gros du Big Six avec, comment dirais-je, deux trajectoires complètement différentes. On est sur un Manchester City qui a beaucoup douté sur les dernières rencontres. C'était 2 défaites face au Real de Madrid en Champions League qui se sont fait éliminer aller-retour. C'était assez violent, surtout le 3-0 du côté de Santiago Bernabéu. T'as eu match nul face à Nottingham Forest et match nul face à Brentford, si je dis pas de bêtises, mais peut-être que j'en dis. Je suis même plus sûr, mais bon, c'est pas grave. Mais depuis, tu t'es rassuré. T'as eu la trêve internationale, 2 matchs de Cup qui se sont enchaînés,
victoire face à Arsenal en finale de FA Cup, victoire face à Liverpool, une raclée 4-0 en FA Cup, et t'es revenu avec une mentalité tout autre. Honnêtement, là, le Manchester City que j'ai vu en Cup sur les 2 dernières rencontres m'a fait peur parce qu'il a affronté 2 cadors de Première Ligue qui sont venus chacun avec leur 11 types, qui sont venus chacun pour gagner cette rencontre, et pourtant ils se sont tous les deux pris une branlée. Franchement, c'était violent, ça m'a fait mal. City a été ultra dominant, et de l'autre côté, Chelsea n'est vraiment pas en confiance. Genre Chelsea, c'est catastrophique. Là, j'ai regardé un petit peu tous leurs derniers matchs. C'est défaite face à Everton, défaite évidemment, aller-retour face au PSG, 5-2, puis 3-0 au Bridge. T'as perdu face à Newcastle, t'as perdu face à Arsenal en championnat, mais également les 2 matchs en Cup en début mars. Enfin, sur le dernier mois, tu t'es pris que des tollés. La seule victoire, c'est Aston Villa, et c'est Port Vale cette semaine en FA Cup. Bon, 7-0, espérons que ça les ait remis dans le rail. Mais j'ai peu d'espoir pour cette équipe de Chelsea, qui est vraiment en difficulté, à qui il va manquer, mine de rien, un joueur essentiel, Chalobah, qui s'est blessé. Du coup, remaniement de la charnière centrale, avec évidemment Fofana qui va sûrement être préféré. Donc là, je l'ai mis un petit peu la composition que j'imagine, c'est-à-dire Hato qui prendrait la place donc de Chalobah avec Fofana en charnière centrale. Évidemment, sur les ailes, tu conserves Gusto et Cucurella. L'absence forcément de Reece James s'allonge. Il n'est pas prêt de revenir, je crois qu'il ne reviendra même pas de la saison. Donc très compliqué l'absence de Reece James. Évidemment, le retour de Lavia du coup fait du bien, parce que mine de rien, c'est un joueur de très grande qualité à qui il a manqué tellement du côté de Chelsea avec les nombreuses blessures qu'il a pu enchaîner. Tu te positionne évidemment fortement avec Caicedo, Palmer au milieu de terrain. C'est vrai que Palmer, c'est en dents de scie, les performances ne sont plus forcément là, mais ça reste ce joueur qui peut débloquer quelque chose d'un seul coup. Sur l'aile gauche, t'as pas vraiment le choix, Neto, parce que le reste, c'est tout simplement pas convaincant. Sur l'aile droite, Estevao, on a vu quelques photos qui s'est bien musclé sur ce début d'année, qui a vraiment dû pousser un peu de fond parce qu'il a l'air vraiment beaucoup plus costaud et bien moins frêle qu'il pouvait l'être en début de saison. Et João Pedro, qui est sûrement le meilleur joueur actuellement du côté de Chelsea parce qu'il fait que des top performances, c'est un vrai poison devant. C'est lui qui avait permis notamment la grosse qualification face à Naples lors des 8e, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment un joueur sur lequel ils peuvent compter. Non, pardon, c'était encore les barrages à l'époque. Mais un joueur sur lequel ils peuvent compter, un joueur qui pèse énormément sur les défenses et qui pourrait poser des problèmes à la charnière Guehi-Kuzanov. Mais j'ai peu d'espoir. Sur les 10 dernières rencontres, c'est 0 victoire pour Chelsea, 3 matchs nuls et 7 victoires pour pour Manchester City, pardon. On se rappelle du dernier match, celui du début de saison, où City dominait clairement les débats, gagnait 1-0 dans les toutes dernières minutes, et t'as Enzo Fernandez qui est venu claquer ce but, mais Enzo Fernandez sera absent. D'après ce qu'on a entendu, Rosenior, suite aux déclarations qu'il a eues au sujet du Real de Madrid, punirait tout simplement en l'empêchant de jouer ce match comme il a pu l'empêcher de jouer le match face à Port Vale. Donc grosse absence. Alors est-ce que finalement Rosenior va revenir sur sa décision et faire jouer Enzo Fernandez à la place de Lavia? Je ne sais pas, je ne pense pas. Ça a l'air d'être quand même un entraîneur qui veut poser ses conditions. Donc ça risque de se payer cash quand même parce que en face, tu as un City qui est clairement performant. C'est l'équipe type, voilà. Il manque personne, à part si O'Reilly qui serait logiquement blessé à la cheville. C'est pas une source que j'ai vue sûre, mais c'est en tout cas des choses qu'on entend. Donc je lui ai préféré Aït-Nouri sur cette rencontre, mais sinon tu as le 11 type de Manchester City, Donnarumma au goal, Kuzanov, Guehi, tu as Nunes qui fait vraiment une top performance cette saison sur l'aile droite, évidemment avec Semenyo devant lui, de l'autre côté tu as Doku ultra performant, allant en pointe, et le milieu de terrain, ce point fort de Manchester City avec Rodri, Bernardo Silva et Cherki. Cherki qui, je pense, a gagné ses galons sur les 2 dernières rencontres. 2 victoires de luxe avec un Cherki ultra dominant face à 2 cadors encore une fois et qui a commencé titulaire. Voilà, on savait que Pep Guardiola voulait pour l'équilibre de son équipe ne pas forcément mettre Cherki titulaire, mais force est de le dire qu'il s'est imposé de lui-même et il fait vraiment des top performances à cette place-là. Et je ne vois pas comment est-ce que Pep Guardiola ne pourrait pas le reconduire comme titulaire sur cette rencontre. C'est une rencontre ultra importante pour City parce que mine de rien, City
a loupé certaines rencontres dernièrement, comme j'en avais discuté juste avant, mais avec la pression qu'ils peuvent mettre sur Arsenal, s'ils gagnent ce match-là, surtout le momentum dans lequel ils vont pouvoir se reposer la semaine parce qu'ils ne vont pas jouer la Champions League et du coup affronter Al Ittihad, leur concurrent direct pour le titre, forcément ils vont venir avec les crocs. Et on les connaît les Citizens, ils ont ce truc qui en fin de saison en général, ils ont tendance à faire ces longs runs de victoire. D'habitude c'est 10, mais là ce sera pas possible parce qu'ils ont fait match nul sur les 2 dernières rencontres de PL, mais ils peuvent enchaîner encore 8, je crois qu'il leur reste 8 matchs parce qu'ils ont un match de retard sur le Crystal Palace, ils pourraient enchaîner 8 victoires d'affilée. Si Arsenal perd ne serait-ce qu'un match, les 8 victoires d'affilée pourraient suffire en fonction du goal average. Donc c'est quand même quelque chose d'ultra important. Ils ont un match de retard sur Arsenal, s'ils le gagnent, ils pourraient revenir à 6 points. S'ils gagnent face à Arsenal, ils reviennent à 3 points. Et si Arsenal perd un seul match, le goal average pourrait jouer en leur faveur. Donc c'est vraiment le moment pour City de sortir les crocs et on sait qu'ils vont le faire. C'est quelque chose qui me fait peur. Moi, j'ai beaucoup d'espoir en mon équipe, j'ai beaucoup d'espoir en Arsenal et j'espère qu'ils vont réussir à tirer le meilleur parti de cette fin de saison. Mais les blessures m'inquiètent, le mental et le niveau de jeu qu'on a pu voir sur les dernières rencontres m'inquiètent, alors que du côté de City, ce que j'ai vu en Cup vraiment m'a effrayé. J'en ai marre de cette équipe, j'en ai marre, il m'effraie tout le temps. Et Pep Guardiola est tout le temps là, susurré à l'oreille, qui va te baiser, et il va sûrement le faire. Et je connais trop mon club. Franchement, si on gagne ce titre, au début de la saison, tout le monde disait ouais, enfin milieu de saison plutôt, tout le monde disait ouais, c'est bon, championnat facile pour Arsenal, c'est un championnat de merde, c'est une saison de merde. Putain, honnêtement, City, ils ont été là et jusqu'au bout, et ils reviennent avec les crocs et ils se sont fait éliminer de Champions League et ils ont super bien réagi suite à cette grosse élimination. Et surtout, ils vont pouvoir se reposer en semaine maintenant. Il leur reste certes la FA Cup, mais ils affrontent. C'est Southampton. Alors, Southampton a éliminé Arsenal. Il ne faut pas les sous-estimer, mais ça reste une équipe de D2. Ça reste que je sais pas s'il y a match aller-retour en FA Cup en demi, mais peut-être, mais je suis pas sûr. Mais ça fait beaucoup moins de matchs que s'ils avaient continué leur ascension en Champions League et beaucoup moins d'intensité. Donc ils vont pouvoir se reposer nettement plus. C'est quelque chose de positif, mine de rien, finalement, cette élimination pour les Citizens, parce que je pense que la course pour la Champions League était bien trop compliquée. Le côté dans lequel ils étaient, de toute façon, derrière, tu aurais rencontré le Bayern et après sûrement le Paris Saint-Germain. À mon avis, tu ne serais pas allé au bout. Donc tu as déjà sécurisé un titre avec la EFL Cup, tu peux en sécuriser un nouveau avec la FA Cup et tu peux aller mettre la pression pour faire le triplé national à Arsenal. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un match à enjeu énorme. C'est presque l'un des derniers de City dans lequel il pourrait vraiment être mis en danger. Je crois qu'il y a Brentford encore qu'ils doivent affronter. Je vais regarder quand même rapidement. Il te reste en championnat, donc Chelsea, Arsenal. Évidemment Arsenal, mais je ne les ai pas comptés parce que c'est le concurrent direct. Après, c'est Burnley, Everton, Bournemouth, Aston Villa. Ouais, il y a Aston Villa et Brentford. Donc Brentford, je voulais en parler après, mais il y a Brentford, donc quand même qui est dans la course aux places qualificatives en Europe. T'as Aston Villa qui est nettement tombé en termes de niveau ces derniers temps, et t'as également le match en retard face à Crystal Palace. Mais t'as quand même la possibilité de faire le 8 sur 8. Et je pense que c'est ce que vont viser les hommes de Pep Guardiola, donc ça me fait grandement peur. En tout cas, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la petite bannière, les petits... Ah, c'est inversé. Les petits dispositifs, je vais essayer d'incruster des choses comme ça un petit peu pour mes débriefs, pour les rendre un petit peu vivants, pour que visuellement il y ait quelque chose à regarder plus que juste ma tronche. Si ça vous plaît, j'essaye d'y passer un peu plus de temps. En plus du travail, ça me prend beaucoup de temps, donc n'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire et à vous abonner à cette chaîne si vous voulez plus de débriefs et plus d'avant-match comme celui-là. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end de PL. Salut mes cracks!